Bonjour à tous pour ce troisième épisode sur ces films que vous ne verrez jamais. Précédemment, nous avons pu voir que des projets vraiment ambitieux n'ont pas pu se faire et ce malgré des grands noms derrière la caméra. Mais on peut encore aller plus loin et j'ai réussi à creuser pour dénicher encore une fois 3 films cachés dans les recoins sombres du cinéma. 3 films qui sur le papier donnaient vachement envie et qui comme d'habitude l'histoire du 7e art en a décidé autrement. Au programme aujourd'hui, John Travolta à Amsterdam, la rousse la plus connue du monde en version japonaise et le hollandais violent qui retrace l'histoire avec un grand H. Vous êtes prêts? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais, ou presque, épisode 3. Numéro 1, The Vega Brothers par Quentin Tarantino. The Vega Brothers, c'est un projet qui a longtemps fait fantasmer les fans de Tarantino. Souvenez-vous, au début des années 90, Reservoir Dogs et surtout Pulp Fiction font découvrir un nouveau cinéaste qui va marquer de son empreinte le cinéma américain de ces 30 dernières années, Quentin Tarantino. Avec par la suite Kill Bill, Inglourious Bastard, Django Unchained ou encore Once Upon a Time in Hollywood, chaque film du cinéaste est attendu par une grosse communauté de cinéphages en herbe. Une filmographie presque sans faute mais qui devrait bientôt s'arrêter. En effet, le réalisateur a annoncé qu'il arrêterait sa carrière au bout de 10 films, or il en est à 9. Forcément pour son dernier, diverses rumeurs circulent, dont notamment un qui traîne dans les tiroirs depuis plus de 20 ans. Un film centré sur les frères Vega, alias Mr. Blonde interprété par Michael Madsen dans Reservoir Dogs, et Vincent interprété par John Travolta dans Pulp Fiction. Alors certes, les deux œuvres sont totalement différentes dans leur narration, l'une est une simple histoire de gangster et l'autre est composée de plusieurs segments à travers divers personnages, mais cette légère filiation laisse penser que les deux films se passent dans le même univers. Présentés sous forme de préquels durant leur voyage à Amsterdam, mentionné durant la scène où Vincent et Jules discutent dans la voiture, commençant avec leur libération de leurs prisons respectifs et où les deux frères décideraient de quitter les États-Unis pour ouvrir un club dans la capitale des Pays-Bas. Une histoire assez fun, surtout sur deux personnages très appréciés de l'univers tarantinesque, mais qui malheureusement n'a pas pu aboutir. Quentin Tarantino trop occupé sur d'autres films, et les deux acteurs qui commençaient à être trop vieux pour interpréter leurs rôles respectifs, sachant qu'en plus, l'histoire ne pouvait pas se passer après les deux films puisqu'ils sont morts, ça aurait été compliqué. Plus tard, Quentin Tarantino relancera la machine avec une autre histoire totalement loufoque où on suivrait les jumeaux de Vic et Vincent qui se rencontreraient après la mort de ces derniers. Là pareil, ça s'est pas fait et il était clairement hors de question pour le cinéaste d'avoir recours au numérique pour rajeunir les visages des acteurs. Tous les ans, le projet est vaguement relancé, mais franchement, j'y crois pas une seconde, c'était dans les années 90 qu'il fallait faire, plus maintenant. Dommage, comme quoi les idées de spin-off dans le cinéma ne datent pas d'aujourd'hui. Numéro 2, Fifi Brin d'Acier par Hayao Miyazaki. Quand on parle animation japonaise, en général, le premier nom qui vient en tête pour le grand public est Hayao Miyazaki. Fondateur du légendaire studio Ghibli, le cinéaste a fait rêver et pleurer plusieurs millions d'enfants à travers des chefs-d'œuvre tels que Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro ou encore Le voyage de Chihiro. Influencé par diverses légendes et folklore, le génie a su créer un imaginaire imposant aux thématiques fortes et touchantes, ainsi qu'une patte reconnaissable dans l'animation, tout en arrivant à transcender sa mise en scène pour narrer des histoires universelles qui parlent à tous. Et pourtant, à son début de carrière, avant qu'il ne soit le Hayao Miyazaki que nous connaissons, le cinéaste décide d'adapter à l'écran les aventures de Fifi Brin d'Acier. Créé en 1945 par la romancière suédoise Astrid Lindgren, narrant les histoires de cette petite rousse de 9 ans, pas plus haute que 3 pommes, mais dotée d'une force extraordinaire lui permettant de résoudre les problèmes de son village. Une icône féministe, puissante et indépendante, en total accord avec les idéaux de Hayao Miyazaki, qui en général dans ses films, les héros sont souvent des jeunes filles. Au début des années 70, le cinéaste accompagné de Isao Takahata et Koichi Kotabe commence à plancher sur les storyboards et l'imagerie, voulant retranscrire le plus fidèlement possible la vision qu'on a de la Suède, tout en y ajoutant un aspect conte de fées propre au style visuel du réalisateur. Un film d'animation novateur qui aurait pu être une date dans l'histoire de ce genre cinématographique. Mais, comme vous le savez dans cette émission, il y a un mais, Hayao Miyazaki décide de présenter son travail à la créatrice de Fifi Brin d'Acier, Astrid Lindgren elle-même, pour qu'elle puisse valider le projet. Malheureusement, pas spécialement intéressée, elle refuse de donner le feu vert et tue direct le projet sans préliminaire. Pourtant, quand tu vois les centaines d'illustrations et designs, comment refuser tellement le résultat aurait pu être impressionnant, surtout avec la légende de l'animation derrière la caméra. Malgré le refus, Hayao Miyazaki continuera malgré tout de rendre hommage aux personnages sur certaines de ses œuvres, comme la série Heidi ou le personnage de Dora dans Le Château dans le ciel. Je peux très bien comprendre que ça soit difficile d'accepter d'adapter une de ses œuvres de peur de perdre l'esprit du matériau d'origine, mais avec un tel génie aux commandes. Parce que certes en soi, Fifi Brin d'Acier, je m'en fous un petit peu, mais ça aurait pu rajouter un nouveau classique dans une filmographie bien garnie, comme quoi des fois il y a des gens, on devrait leur interdire de dire non. Tu vois, ça devrait être genre non, quoi? T'as dit quoi? Non mais j'ai pas envie. Ta gueule. C'est comme ça qu'il faudrait réagir. Et c'est pas Captain Critique qui va me dire le contraire. Hein? Je valide. Numéro 3.
Crusade par Paul Verhoeven. Alors celui-là, fallait forcément que j'en parle à un moment ou à un autre parce que depuis que j'ai eu connaissance de ce film avorté, c'est sûrement devenu mon plus gros fantasme de cinéphile et c'est en partie grâce ou à cause de lui que j'ai décidé de créer cette émission de ces films que vous ne verrez jamais. Au début des années 90, Paul Verhoeven et Arnold Schwarzenegger sont au sommet. Leur collaboration a débouché sur la totale réussite qui est Total Recall, adapté du roman de Philip K. Dick. C'est à ce moment qu'un certain Wallen Green débarque et soumet un projet ultra ambitieux au cinéaste, Crusade. Une épopée médiévale et brutale se passant au cours du Xe siècle où on suivrait le destin de Hagen, un combattant renégat envoyé aux croisades afin de capturer Jérusalem. Une histoire épique où se mêlerait arrière-plan historique, intrigue politique et questionnement sur la foi et la religion. Une œuvre taillée sur mesure pour le Hollandais violent qui avait déjà signé en 1985 un film du même style avec la chair et le sang, et l'acteur autrichien déjà immortalisé dans des rôles mythologiques comme Conan le barbare, mais qui ici pouvait aller encore plus loin dans un rôle quasi christique. Devant se tourner au Maroc, en Espagne et en Angleterre, l'estimation du budget passe de 90 à 120 millions de dollars, ce qui aurait fait à l'époque le film le plus cher de l'histoire. Mario Casar, célèbre producteur des années 90 connu pour son caractère assez mégalo, bizarrement prend peur. On est en 1994 et via sa société Carolco, il décide de financer un autre projet moins dangereux économiquement parlant, L'île aux pirates, réalisé par Rémi Harlin. Mauvaise pioche, le film se plante méchamment au box-office et deviendra l'un des plus gros gouffres financiers du cinéma. Affecté par l'échec de L'île aux pirates, Mario Casar n'a plus les moyens pour financer Crusade et le projet tombe à l'eau. Avec cette anthropologie du mythe, Crusade aurait pu s'imposer comme l'une des œuvres phares de la décennie de par son sujet, son casting assez dingue et ses thématiques politiques et historiques qui auraient pu découler sur un film à la fois spectaculaire, complexe et hautement idéologique. Mais sa non-fabrication peut s'expliquer avec du recul sur plusieurs points. Son classement a l'air ultra flagrant, forcément avec une histoire pareille, la violence graphique aurait été très marquante, sans oublier une volonté à montrer des scènes de sexe. Avec un tel budget, il était presque sûr que le film soit financé à perte. Le caractère trempé de Paul Verhoeven n'a pas aidé également, n'ayant pas peur d'aller loin visuellement, et même s'il a toujours voulu être honnête dans sa vision désenchantée du monde, des fois il y a des choses à ne pas dire. Enfin, et ça c'est plus lié à la volonté de Schwarzenegger quelques années plus tard de relancer la machine au début des années 2000, le contexte géopolitique. Les attentats du 11 septembre ont clairement stoppé l'envie de se repencher sur le projet en liant les croisades au terrorisme. Finissant par être mal interprété comme Starship Troopers, taxé de film fasciste à l'époque, et qui sonnera d'ailleurs le glas de Paul Verhoeven dans le système hollywoodien. Détenant toujours les droits via sa boîte Haute Production, il serait peu probable que Arnold Schwarzenegger décide de sortir Crusade des tiroirs. Trop ambitieux, trop unique, mais aussi trop violent, trop creux et surtout trop cher à une époque aujourd'hui où le marketing justement coûte aussi cher que le film. Impossible d'être rentable malgré les meilleures intentions. À moins d'un miracle, Crusade est condamné à rester dans les limbes du cinéma dans un monde où les mentalités autour du 7e art ont radicalement changé. Un vrai chef-d'œuvre jamais fait qu'on gardera en mémoire comme un pur fantasme de cinéphile. Hello darkness, my old friend. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ces projets fantasmés du cinéma. Je vous encourage bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.